Mesdames et messieurs, chers et chers collègues, c'est pour moi un véritable honneur et un plaisir, en tant que doyen de la faculté de médecine, de vous accueillir à cette leçon d'honneur à l'occasion du départ à la retraite du professeur Antoine Flahault, directeur de l'Institut de santé globale de la faculté de médecine, et de pouvoir dire quelques mots. Il est généralement difficile d'être bref et concis quand il s'agit d'Antoine Flahault. Un parcours riche et brillant de médecin, de biomathématicien, professeur de santé publique, fondateur et directeur de l'École des hautes études en santé publique de Rennes. Il s'engage pour des collaborations pan-européennes en tant que directeur du Centre Virchow-Villermé de santé publique Paris-Berlin, puis co-directeur de l'Alliance académique européenne pour la santé globale, président de l'Agence européenne d'accréditation des formations en santé publique. Il est récompensé du prestigieux prix de l'INSERM pour ses travaux sur le chikungunya. Il vulgarise le domaine des épidémies en tant que commissaire scientifique pour une grande exposition épidémique de la Cité des sciences et de l'industrie. Tout cela pour ne mentionner que quelques exemples. D'ailleurs, lors de son recrutement à l'Université de Genève en 2014, je présidais la commission chargée de repouvoir ce poste. Il n'a pas été très difficile de le choisir, même parmi d'autres candidates et candidats de qualité. Ce fut en fait l'une des plus faciles commissions de nomination que j'ai eu à présider. Mais la difficulté est venue ensuite. Il faut suivre le rythme. Antoine Flahault, c'est une idée créative par minute, c'est une idée disruptive par jour, et des moyens souvent assez astucieux, voire originaux pour essayer de les réaliser, fréquemment avec succès. Curieux et intéressé par les nouveautés dans son domaine et bien plus largement, connecté à de nombreux réseaux régionaux, nationaux, européens et internationaux, Antoine Flahault est un maître pour tisser des liens, parfois improbables, entre les personnes, les organisations et les idées. Alors il faut se lever tôt pour suivre le développement et la mise en œuvre de nouveaux concepts, tels que celui de santé globale de précision, celui de santé planétaire, ainsi que celui d'innovation frugale, notamment grâce au numérique. Il faut courir pour suivre l'évolution du Geneva Health Forum, qui devient avec lui un événement biannuel majeur pour la santé globale. Les nouvelles collaborations avec les écoles de santé publique de référence mondiale, la création de nouveaux programmes d'enseignement, ainsi que d'une école doctorale en santé globale. Il faudrait même peut-être se doper pour suivre la cadence de ces interventions médiatiques et politiques lorsqu'il s'agit d'expliquer le Covid-19 ou la prévention des maladies et, accessoirement, d'écrire quelques livres pour le grand public à ce sujet. Enfin, il faudrait, pour souffler, apprendre à lui dire non, mais ses projets sont enthousiasmants et Antoine Flahault est un infatigable et irrésistible vendeur. Alors merci, cher Antoine, d'avoir énergisé, parfois disrupté, non seulement l'Institut de santé globale que tu as créé, fait grandir et qui est devenu, avec toi et toute ton équipe, un des grands centres de référence du domaine, mais aussi plus largement tes diverses activités au niveau de la faculté, de l'université, des HUG, de la Suisse, de l'Europe et à l'international. Tu vas continuer tes activités sous d'autres cieux, mais je sais que tu resteras attentif et fidèle à ce qui se passe à Genève, et je me prépare donc à continuer de recevoir de ta part des idées, des conseils, des challenges pour faire de notre faculté une actrice importante et utile dans le concert multilatéral de la santé globale. Le format de la séance de ce jour est le dernier exemple en date de ta capacité à penser à faire autrement. Et je me réjouis sincèrement de t'entendre et de t'entendre avec Madame Caroline Roux, journaliste politique et chroniqueuse à France Télévisions pour l'émission C'est dans l'air, dont elle va d'ailleurs tout à l'heure à Paris recevoir un prix, je l'en félicite. Et donc, me réjouis de cette séance. Merci pour tout. Et je passe maintenant la parole à Véronique Maille, directrice de cabinet de la Direction générale et des affaires extérieures des HUG. Chers et chers collègues, mesdames, messieurs, très cher Antoine, permettez-moi tout d'abord d'excuser l'absence de M. Robert Mardini, directeur général des HUG, retenu par d'autres obligations. De ce fait, c'est à moi qu'il revient l'honneur aujourd'hui et aussi l'émotion de vous adresser ces quelques mots pour saluer le départ à la retraite du professeur Antoine Flahault. Alors, cher Antoine, ton nom est indissociable de la santé publique, de la rigueur scientifique et de l'engagement humaniste. Né à Cholet, tu as grandi entre la France et l'Afrique, suivant ton père médecin à l'OMS et ta mère pédiatre. Peut-être est-ce là que s'est forgée ta vocation,
même si tu as confié que qu'en d'autres circonstances, tu aurais aimé devenir chef d'un restaurant en Californie. Docteur en médecine et ancien interne des hôpitaux de Paris, tu as obtenu un doctorat en biomathématiques, discipline encore balbutiante, mais dont tu as perçu le potentiel. Cette approche pluridisciplinaire a nourri ta carrière et t'a permis de transformer la santé publique grâce à la modélisation épidémiologique, qu'il s'agisse de la grippe, du chikungunya ou du Covid-19. La création de FluNet, le réseau mondial de surveillance de la grippe, illustre parfaitement ton esprit pionnier. Ta carrière est jalonnée de postes prestigieux. Directeur de l'EHESP à Rennes, cofondateur du centre Virchow-Villemay à Paris, président de l'APHEA. Mais ton œuvre s'est aussi affirmée à Genève. Depuis 2014, tu diriges l'Institut de santé globale avec ambition, le hissant au rang de référence internationale. Tu es aussi une cheville ouvrière du Geneva Health Forum. Sous ton impulsion, le GHF est devenu un lieu unique où science, politique et société se rencontrent pour discuter des défis de la santé mondiale. Ce forum permet de mettre en lumière l'importance de la collaboration multidisciplinaire, de l'échange d'idées innovantes et de la mise en réseau des acteurs de la santé publique. Il illustre parfaitement ta conviction que la santé globale ne se construit pas en silo, mais par le partage des connaissances et des expériences, en rassemblant toutes les parties prenantes autour d'objectifs communs. Ton ancrage genevois s'est également concrétisé par ton rattachement formel au service de médecine tropicale et humanitaire des HUG. Ce lien a facilité et stimulé des activités communes entre l'Institut de santé globale et ce service des HUG, notamment dans le cadre de recherches pionnières sur les morsures de serpents, avec une approche One Health novatrice et intégrée. Auteur de centaines d'articles scientifiques et de nombreux ouvrages, tu as su allier la rigueur des publications académiques avec l'art de la vulgarisation. Dans la presse généraliste, tu es devenu une voix attendue et respectée, capable de décrypter les enjeux sanitaires complexes avec pédagogie et clarté. Tu as aussi exploré une voie plus inattendue, celle de la fiction romanesque, en devenant, comme l'a joliment écrit un journaliste, un romancier de la prévention. Là encore, ton objectif restait le même, transmettre, alerter, sensibiliser. Tu as également su rendre accessible à toutes et à tous des concepts parfois complexes. Tes publications, tes interventions dans la presse et même tes récits romanesques sur la prévention témoignent de ta capacité à transmettre ton savoir avec légèreté et humour, transformant la science en une histoire que chacun et chacune peut comprendre. Mais tu n'as jamais perdu de vue l'importance de l'humain derrière les chiffres. Tu rappelles toujours que derrière chaque statistique se cache une vie et que derrière chaque protocole, il y a des patients, des familles, des espoirs et parfois des inquiétudes. C'est cette humanité qui te rend si unique dans un monde scientifique parfois trop abstrait. D'ailleurs, comment ne pas évoquer le thème de ta leçon d'honneur au titre si évocateur ? Santé globale, les utopies inachevées du multilatéralisme. Tout un programme qui illustre bien ta vision, lucide sur les limites des institutions et de ses leaders, mais profondément convaincu que ces utopies valent la peine d'être poursuivies. Ce titre résume à lui seul ton esprit, ne jamais renoncer à un idéal, même imparfait, parce que c'est dans la poursuite de ces idéaux que se trouvent les plus grandes victoires de la santé publique. Alors, cher Antoine, en cette journée si particulière, je tiens au nom des HUG à te remercier pour ton dévouement et ton humanité. Tu as su éclairer le chemin de la santé publique avec une lumière constante et bienveillante. Et pour te dire au revoir, permets-moi de reprendre tes propres mots et ce conseil qui t'accompagne depuis toujours, emprunté à Zorba le Grec. Life is trouble, boss. Oui, la vie est pleine de défis, d'obstacles et parfois de surprises douloureuses. Mais c'est précisément pour cela qu'elle mérite d'être vécue pleinement. Puisses-tu continuer à vivre cette aventure avec la même passion et le même optimisme contagieux qui ont marqué toutes ces années. Profite de chaque instant des projets nouveaux, des rires et des découvertes. Encore merci de tout ce que tu as apporté au HUG, à l'université, à tes étudiantes et étudiants, ainsi qu'à la santé mondiale.
Merci pour l'intermède. Bonjour à tous, merci de m'accueillir ici à la faculté de médecine. Merci Antoine d'avoir pensé à moi pour être à vos côtés aujourd'hui pour cette leçon d'honneur. Pour que vous compreniez l'histoire et le chemin qui nous lie, il faut que vous remémoriez les années Covid. Hier soir, on a fait les comptes avec toute l'équipe de C'est dans l'air. Antoine Flahault a fait 40 émissions de C'est dans l'air au moment du Covid. Voilà, 40 émissions. Je pense qu'il arrive dans le top 10 de ceux qui sont le plus venus dans cette émission. Il était pour nous à l'époque un interlocuteur précieux, rassurant, expert, juste tel que le portrait que vous l'avez décrit. Et donc c'est au nom de l'ensemble de l'équipe de C'est dans l'air que je vous remercie. On se souvient, déjà pour que vous connaissiez l'image, la réalité de notre relation, on ne s'est jamais vu. C'est la première fois qu'on se voit physiquement, parce qu'en fait, pendant toutes ces années-là, Antoine était en duplex. Donc, je me souviens, j'ai un souvenir mémorable de ce paravent bleu, vous le voyez aussi. Et c'est la première fois que voilà qu'on se rencontre physiquement. Donc, merci d'avoir pensé à moi et merci au nom de l'équipe de C'est dans l'air. J'espère que vous gardez un bon souvenir de ces années-là. Ah oui, merci beaucoup d'être venu aujourd'hui, dans ce jour très, très spécial. Caroline Roux m'avait dit, il y a quand même un petit risque que je puisse ne pas venir si jamais il y a une actualité brûlante. Et comme vous avez remarqué, l'actualité est extrêmement plate. Rien. Donc, Caroline Roux est venue, bien sûr, ne sachant que faire. Donc, voilà, merci beaucoup d'être venu. Et j'ai failli amener le paravent quand même, je me suis dit. Mais il se serait dit, c'est de l'addiction, donc voilà. Vous avez raison, l'actualité est folle. Mais je voulais être présente avec vous parce qu'en plus, les enjeux que vous portez nous touchent collectivement. Effectivement, on va aborder ce soir la nouvelle donne pour la santé mondiale dans un moment où le chacun pour soi l'emporte, un moment de durcissement des relations entre les États qui met en péril des décennies de travail pour une santé mondiale plus équitable que vous portez et pour permettre aussi de répondre aux défis sanitaires à venir. J'avais une toute première question avant d'entrer dans ce thème qui m'a un peu fait peur. Lorsqu'il m'a envoyé ça, j'ai dit santé globale, les utopies inachevées du multilatéralisme. Je me suis dit, je ne suis pas sûre de pouvoir y arriver, mais je pense que vous allez m'aider. La toute première question est liée effectivement à cette actualité un brin anxiogène. C'est est-ce que dans ce climat marqué par des conflits, la désinformation, on y reviendra dans un instant tous les deux, est-ce que la santé mondiale est tout simplement en danger ? Alors oui, elle est menacée, comme beaucoup d'autres pans de la société, quand les gouvernants ne croient plus en la science, ne pensent pas qu'appuyer leur politique sur des données factuelles et scientifiques est la seule solution pour pouvoir progresser. Vous savez, on n'a jamais connu dans l'humanité ce qu'on connaît en ce moment, c'est-à-dire un doublement de notre espérance de vie en l'espace d'un siècle. La mortalité des moins de 5 ans a chuté de 50% dans les 30 dernières années. C'est colossal. On n'est pas à la bordure du trait. Et pourquoi on a fait ça ? C'est parce qu'il y a eu des efforts multilatéraux qui ont permis d'avoir ces aboutissements. Et si on lâche un petit peu la bride, si on se relâche dans ces efforts, voilà, les épidémies reviendront. Donc oui, on peut être anxieux par le fait qu'on a vraiment réussi et qu'on doit maintenir ce capital de réussite. La question qui est posée tous les jours dans l'actualité, c'est qui on en réalité. C'est qui ont quand le multilatéralisme est mis en question. On le voit à l'ONU, peut-être à l'OMS, on peut en dire un mot. C'est qui le on ? Alors, on va le voir tout à l'heure. Alors, ici à Genève, pour le domaine de la santé, se produit tous les ans quelque chose qui est nulle part ailleurs, un petit peu à New York, dans d'autres domaines, mais c'est que les gouvernements de 194 pays dans le monde viennent à Genève pour ce qui est le conseil d'administration de l'OMS. Et c'est ça le on. Ces gens-là, ces délégations viennent avec
des résolutions, avec des souhaits, des demandes, et puis ensuite décide des grandes politiques de santé mondiale. Et on va voir tout à l'heure qu'un très grand nombre de ces politiques ont été portées par la communauté internationale. Parfois on dit, c'est quoi la communauté internationale? Les Nations Unies, l'OMS en particulier, représente cette communauté internationale. Alors, on va revenir tous les deux sur le chemin parcouru, parce que c'est vrai que, par exemple, quand on prend le cas de la variole, éradiquée grâce à une coopération internationale, on était en pleine guerre froide. Oui, alors l'histoire de la variole est incroyable. En 1958, à Genève, en mai, viennent toutes ces délégations, et l'Union soviétique, pleine guerre froide, apporte une résolution, un projet de résolution, qui est l'éradication de la variole. La variole, c'est une maladie qui aura causé 300 millions de morts dans le seul XXe siècle. C'est colossal. Si on avait aujourd'hui la variole dans le monde, si elle continuait à circuler, on aurait des millions de morts chaque année. La variole, voilà, c'était une maladie qui frappait, une maladie virale, la transmission cutanée mais aussi aéroportée, mais qui avait un vaccin. Ce vaccin, il marchait bien puisque quand on était vacciné, on ne risquait plus la variole. Et ce que dit l'Union soviétique, c'est, eh bien, allons-y, mettons le vaccin à la disposition de toute la population mondiale, humaine, et éradiquons ensemble la variole. Et finalement, c'est là où on s'aperçoit que la santé est peut-être un des domaines qui peut rassembler, parce que tout le monde ricanait presque, se disait mais c'est totalement utopique, ça ne se fera jamais, vous ne verrez pas l'éradication de la variole, on n'a jamais éradiqué une maladie. À ce moment-là, en 58, on n'avait jamais éradiqué une maladie. Et en fait, voilà, 20 ans plus tard, 22 ans plus tard, en 1980, le directeur général de l'OMS proclame, après un effort considérable, ça a été très compliqué, très difficile, on a longtemps pensé que ce serait même impossible, tout le monde, il y a toujours des gens pour vous dire c'est pas possible, on n'y arrivera pas, et si, on a éradiqué, mais éradiquer, ça veut dire qu'il n'y a plus un seul virus qui circule dans la population humaine, dans l'humanité. Mais comment vous l'analysez? Pourquoi à ce moment-là de l'histoire, il y a cette coordination des efforts? Pourquoi à ce moment-là? Parce que le risque était partagé par tous, parce qu'on avait un vaccin. Comment est-ce que vous l'analysez au regard de l'histoire? Vous dites que c'était une utopie et pourtant on y est arrivé. Qu'est-ce qui fait? Ce n'est pas un seul pays qui dit faisons l'effort. Non, alors quand une résolution est apportée, il faut qu'elle soit acceptée par consensus par tout le monde. Donc déjà, le coup de force qui était incroyable, c'est que tout le monde s'est dit allez, ok, banco, on y va. On se déteste, on a des haines, mais on y va quand même. On y va. Ouais. Voilà. Et puis ensuite, les efforts ont suivi. Des efforts conjoints, de la philanthropie, des laboratoires pharmaceutiques qui ont accepté de mettre du vaccin à disposition. À un certain moment, en Inde en particulier, il y avait des foyers de variole très très intenses et l'Inde n'avait pas assez de vaccins et ne pouvait pas. Et en fait, on a changé un petit peu. C'est un Américain qui a proposé un changement de la stratégie, une stratégie en anneaux, une stratégie beaucoup plus parcimonieuse en matière de vaccination que la vaccination universelle. Et ça a fonctionné. Et ça a fonctionné. Et tout le monde s'y est mis. Et ça a fonctionné. Ça a fonctionné pour la variole, ça a moins fonctionné pour la polio. Alors, ne soyons pas trop injustes pour la polio. La polio, d'abord, c'était plus compliqué, c'était 3 virus. On en a déjà éradiqué. Éradiqué veut dire qu'il n'y a plus, encore une fois, je le répète, il n'y a plus un seul virus qui circule dans la population. Plus du tout. On a éradiqué 2 des 3 virus. Pour vous dire, en 1988, donc c'est en 1988 qu'on décide le programme d'éradication. Donc on confie à l'OMS à nouveau le programme d'éradication de la polio. Et il y a 125 pays qui rapportent des cas de polio. Il y a 194 pays, 125 en rapportent. C'est 350 000 nouvelles paralysies, FLASC, vous savez, ces paralysies de la poliomyélite, dramatiques chez des petits-enfants qui surviennent chaque année. En 1988, c'est pas très très vieux quand même, hein. Et aujourd'hui, il n'y a plus que 2 pays au monde qui ont de la polio. C'est l'Afghanistan et c'est le Pakistan. Donc, et puis on compte pratiquement sur les doigts des 2 mains les derniers cas de polio qui restent. Alors il y a plus de virus qui circulent, c'est pas fini, et tant que c'est pas fini, c'est très 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 difficile de complètement arriver au bout. Mais quelque part, il y a une volonté d'éradication de la polio, et sauf si
les gouvernants d'aujourd'hui ne croient plus dans les vaccins, C'est quelqu'un, on le sait, ne veulent plus certains en tout cas. retirent leur aide au développement. Bien sûr, l'administration Trump a enlevé une aide colossale au développement, mais pas seulement elle. En matière d'aide au développement, finalement, les États-Unis enlèvent à peu près 39% de leur aide au développement, mais la France en enlève 35%, la Grande-Bretagne aussi, la Suisse aussi. Je crois qu'il n'y a que la Suède qui ne touche pas pour le moment à ses budgets. Donc, si vous voulez, un peu tout le monde se désengage sans prendre conscience que, d'abord, on n'a pas terminé l'éradication, et ça va reprendre si on ne termine pas. Si on n'arrive pas à penser qu'on pourrait éradiquer définitivement la polio, on va retrouver des grosses épidémies de polio. Donc oui, c'est vrai que la polio, ce n'est pas encore terminé. Un mot du choléra. Là aussi, on dispose de vaccins efficaces contre le choléra. Et c'est une affaire de. Est-ce que c'est une affaire de volonté politique? Alors, le choléra, on a des occasions d'être un peu plus fâchés encore. Ah. Ouais, parce que le choléra, vous savez, aujourd'hui, à Genève, en avion, arrive probablement du bacille du choléra, parce qu'il y a des pays endémiques et que vous pouvez très bien avoir dans vos intestins le bacille du choléra sans être malade. Donc vous vous contaminez et vous ramenez, comme on ramenait le Covid, on peut ramener le choléra. Eh bien personne n'a peur de ça. On ne va jamais dire peut-être qu'une émergence épidémique de choléra va démarrer à Genève, à Londres ou à Paris. Non, il n'y a pas de risque de choléra. On a réussi à éliminer, pas à éradiquer, mais à éliminer le choléra. Il n'y a pas de choléra qui circule en France aujourd'hui. Et si du choléra vient, il n'y a pas de risque. Pourquoi? Parce que vous buvez de l'eau, ici c'est de l'eau de Genève, vous buvez de l'eau potable. Mais quand vous allez au robinet, vous ne vous dites pas, ça dépend des pays. D'accord? Le ça dépend des pays est ce qui peut nous. C'est ça qui vous met en colère, non? Voilà, c'est ça qui peut ça dépend des pays. C'est-à-dire que, attendez, en 1854, Jon Snow s'aperçoit que c'est boire de l'eau de la Tamise contaminée qui contamine les quartiers populaires de Londres. Alors, après ça, il faut une cinquantaine d'années, c'est long, avant que les gens se mettent à dire qu'il faut assainir l'eau de boisson. Voilà. Et ça devient un standard de développement. Avoir de l'eau potable, faire de l'assainissement des eaux usées, devient un standard de développement. Mais il n'y a personne qui... Enfin, une fois qu'on a réglé le job, finalement, c'est comme si pour la variole, on se disait maintenant, on n'en a plus, ils sont tous vaccinés chez nous, il n'y a plus de problème. Là, c'est pareil. On a fait le job pour nous. Donc, les autres pays pauvres, ils n'ont pas une voix très puissante. Il n'y a pas eu, si j'allais dire, une Union soviétique qui est venue un jour dire il faut éradiquer le choléra. Comment vous l'expliquez ça? Alors ici, on a à l'Institut de santé globale, il y a Andrew Hasman, qui est un grand spécialiste mondial de ça. En plus, il rajouterait, en plus au fait d'être choqué, il y a un vaccin. Il y a des vaccins contre le choléra. Des vaccins qui peuvent s'ajouter, je dirais, à la lutte contre le choléra. Donc je pense qu'aujourd'hui, alors peut-être que des pays comme la France, qui voient de temps en temps des foyers autochtones de choléra à Mayotte, dans des bidonvilles, parce que c'est toujours là où il n'y a pas les standards de développement. En Guyane aussi. En Guyane aussi. Vous allez peut-être vous dire, tiens, il faudrait un jour apporter une résolution qui dit « assainissons l'eau ». Mais vous savez, un des objectifs du développement durable pour 2030, c'est d'avoir de l'eau propre. C'est l'objectif numéro 6, c'est d'avoir de l'eau propre et de l'eau et un traitement d'assainissement des eaux usées. Donc aujourd'hui, oui, il manque une volonté. Ça coûte très cher. Ça coûte cher de faire des adductions d'eau dans tous les pays du monde. Bien sûr, il y a à peu près 2 milliards de personnes qui ne bénéficient pas d'eau potable aujourd'hui. Combien de victimes le choléra? Le choléra, c'est ça. Alors, il y a des morts par choléra, des dizaines de milliers de morts par choléra chaque année. Et puis, il y a beaucoup de gens qui sont... En fait, le choléra, c'est une diarrhée dont on ne devrait... Ça, c'est aussi encore un autre problème, dont on ne devrait pas mourir. Parce qu'aujourd'hui, si vous avez le choléra, quand bien même vous auriez le choléra à Genève ou à Paris, vous ne mourrez pas parce qu'on aura une réanimation hydroélectrolytique. C'est une diarrhée très profuse. Vous perdez toute votre eau, on vous réhydrate. Mais quand vous êtes dans des pays
très très pauvres, où il n'y a pas de lits de soins intensifs et de réanimation, où il y a des grandes difficultés d'intervenir, ou dans des camps de réfugiés, parfois il y a des épidémies dramatiques et dont taux de mortalité peut être très élevé. Juste une question un peu plus politique, puisque vous disiez qu'il y a des territoires français qui étaient touchés par le choléra. Quand vous avez l'occasion de tenir ce genre de propos avec des interlocuteurs, des institutions, qu'est-ce qu'on vous répond? Alors, on nous répond, il n'y a pas de moyens. Pour l'instant, on va dériver les budgets vers l'armement, et donc il y aura moins de moyens. Mais vous savez, les budgets vers l'armement sont de 2400 milliards de dollars au niveau mondial cette année, ou l'année dernière. Ceux pour l'aide au développement, c'est 240. Donc on n'est pas, même si on n'est pas du tout aujourd'hui dans un discours, on dit on pourrait prélever un petit peu de l'armement pour ça. Ça marche pas aujourd'hui. Tout le monde dit il faut se réarmer, il faut sécuriser l'Europe, etc. Mais malgré tout, voilà, le discours qui prévaut aujourd'hui, c'est de dire les financements sont divertis sur d'autres choses et on n'en a pas aujourd'hui suffisamment pour. Sauf qu'on a payé pour voir avec le Covid. On sait que le réarmement face à l'épidémie peut être un sujet budgétaire et financier aussi. Oui, le Covid, on dit, la plupart il y a eu 7 millions de morts déclarés à l'OMS, mais la plupart des journaux et des expertises scientifiques disent c'est entre 20 et 30 millions de morts. Donc en effet, le tribut est très lourd, est extrêmement lourd. C'est une guerre très, très tueuse, la guerre des maladies transmissibles. Est-ce que sur le paludisme, là aussi, on est confronté à une forme d'indifférence des pays riches? Est-ce qu'on a scientifiquement les moyens de lutter contre le paludisme, et est-ce que c'est aussi un sujet qui vous met un peu en colère? Le paludisme, oui. Alors, c'est très curieux, le paludisme. Tout le monde pense que le paludisme, c'est une maladie tropicale. Oui. C'est une maladie des pays chauds. Il y avait beaucoup de paludisme en France, en Europe. Beaucoup de paludisme. C'est-à-dire que Bonaparte a eu aussi, il voyageait pas mal, mais il a eu plusieurs fois le paludisme. Louis XIV aussi. Alors, il y a eu toute la France, en particulier, longtemps, jusqu'au XXe siècle, la Corse et le sud de la France, la Camargue, connaissaient du paludisme. Il y a toujours beaucoup d'anophèles en Camargue. Et personne ne craint le paludisme. Si, il peut y avoir 2, 3, 4 autochtones de paludisme de temps en temps, mais très, très rarement. Donc le paludisme, oui, je suis assez d'accord avec l'approche avec le choléra. D'ailleurs, partage une chose semblable, c'est qu'au début, les Anglais appellent le paludisme malaria, mais en fait, ça vient du latin, et ça veut dire le mauvais air, l'air qu'on respire. Les gens ne savaient pas que c'était des moustiques. Au début, ils croyaient que c'était l'air que l'on respirait. Et le choléra, c'était la même chose. On pensait que c'était les miasmes, les odeurs. Voilà. Mais le paludisme, on sait aujourd'hui que c'est le moustique et on sait s'en débarrasser. Alors, ça ressemble beaucoup, vous avez raison, au choléra parce que finalement, les pays développés, et pas simplement parce qu'ils ne sont pas tropicaux, ont réussi à se débarrasser complètement du paludisme. Vous savez, la chanson En passant par la Lorraine, eh bien, il monte un peu les vilaines. C'est la fièvre palustre, la fièvre des marais. C'est-à-dire qu'on sait qu'en Lorraine, il y avait du paludisme. Donc, on s'est débarrassé de ça. Et puis maintenant, quand vous allez dans des pays tropicaux, eh bien, si vous allez, par exemple, dans les Antilles françaises, il n'y a pas de paludisme. À quelques encablures, vous allez trouver du paludisme. Quand vous allez à La Réunion, il n'y a pas de paludisme. Si vous allez à 60 km à Madagascar, vous avez du paludisme et du choléra. Donc, c'est vraiment le développement, et c'est vrai qu'on n'a pas... alors aujourd'hui, 90% de la mortalité par paludisme survient en Afrique subsaharienne. Et l'immense majorité, c'est des enfants de moins de 5 ans. Donc le paludisme, c'est un drame. Vous êtes né dans un pays qui n'a pas jugé, ou qui n'a pas pu, ou qui n'a pas bénéficié des possibilités de démoustication. Eh bien, vous risquez de mourir. C'est lié à la démoustication, ou est-ce qu'on a aujourd'hui des moyens de traiter des cas de palud avérés? Alors, vous avez raison, bien sûr. Il y a en plus des moyens de traiter très, très efficaces le paludisme. Et encore une fois, il ne faut pas être injuste, il y a beaucoup d'efforts mondiaux, y compris décidés depuis Genève par le Fonds mondial contre le sida, le paludisme et puis la tuberculose. Et en fait, il y a donc beaucoup d'efforts qui ont permis de faire régresser le paludisme. Et puis,
innovation, il y a aussi des vaccins qui arrivent aujourd'hui, qui sont assez intéressants. Ils ne sont pas 100% efficaces, mais ils sont assez intéressants et ils permettraient, encore une fois, de faire baisser davantage le risque palustre. C'est un sujet qui est porté uniquement par les pays africains, ou est-ce que, par exemple, au niveau européen, il y a des fonds, il y a des aides, il y a cette prise de conscience que 90%, vous l'avez dit, des cas mortels sont en Afrique subsaharienne. Est-ce qu'on est dans un monde des égoïsmes? Pas totalement, parce que si on avait été dans un monde d'égoïsme, le paludisme aurait beaucoup progressé à cause du réchauffement climatique. Parce que malgré tout, le fait d'être en pays tropical augmente la pullulation des vecteurs et des moustiques. Or, en fait, le paludisme, dans ces dernières années, n'a fait que de baisser. Ce qui est très préoccupant, ça revient à votre question de tout à l'heure. Et puis il y a ici, dans cette salle, Liz Turner, qui vient d'université américaine, de Duke University, mais qui va travailler à l'Institut de santé globale et qui est vraiment beaucoup plus spécialiste que moi sur ces sujets. On voit qu'il y a vraiment des efforts qui sont faits conjoints pour essayer d'apporter des moustiquaires imprégnés, d'apporter des médicaments contre le paludisme, et puis, toute dernière innovation, d'apporter du vaccin. Donc oui, on devrait pouvoir y arriver, plus la lutte antivectorielle, on devrait pouvoir y arriver si on ne réduit pas les investissements dans ce domaine-là. Il y a des bonnes nouvelles. Parlons un peu des bonnes nouvelles, puisqu'il y a eu un accord historique sur les pandémies qui a été récemment approuvé par l'Assemblée mondiale de la santé. Moi, je l'ai découvert, pardon, je confesse. Mais est-ce que cet accord change quoi, concrètement? Alors cet accord, il a été long Enfin long, il a mis 3 ans à se voir validé. C'est la Française Anne-Claire Amproux, qui est l'ambassadrice de la santé globale, qui était avec la Sud-Africaine, qui est Matoso, Madame Matoso, Preciosa Matoso, qui ont été, je dirais, les diplomates instigatrices de cet accord. Il y a eu 13 rounds de négociations, 13 cycles très éprouvants pour essayer d'arriver à un accord. L'idée, c'était de se dire comment faire. On sort de la pandémie de Covid, des 20-30 millions de morts dont j'ai parlé, beaucoup de souffrances, beaucoup de dégâts matériels, c'est-à-dire de pertes d'emploi pour un certain nombre de personnes, de pertes économiques. Les pays pauvres n'avaient pas les stratégies quoi qu'il en coûte ou tous ces amortisseurs sociaux dont on a profité en Europe, par exemple. Donc, on s'est dit, plus jamais ça, comment faire ? Et là, les pays se sont mis au début tous ensemble. En 2025, les États-Unis sont sortis des discussions et l'Argentine. Et tous les autres ont continué. Et tout le monde se disait, pouf, on ne va pas y arriver, quoi. Sans les États-Unis. Les États-Unis, ce n'est pas que de l'argent, c'est aussi beaucoup, une puissance très forte d'expertise, etc. Et donc, voilà. En plus, les Européens ont apporté des complications. Ils ont dit, mais non, mais des bonnes complications, ils ont eu raison. Des complications, c'est un terme de l'horlogerie suisse. C'est pas négatif. Non, ils ont apporté une belle complication qui est de dire il faudrait quand même, franchement, sortir de l'OMS, là, sortir de la santé humaine et aller vers la santé animale et celle de l'environnement. Il faudrait mettre ce qu'on appelle une approche One Health. Ici, on était très fiers à l'Institut de santé globale avec Raphaël Ruiz de Castaneda et puis Isabelle Bollon. On a créé, dans la division de Nicolas Rey, on a créé une unité One Health, la première en Suisse, dans une faculté de médecine. C'est-à-dire une approche qui se dit, elle est vétérinaire, Isabelle Bollon, et elle nous dit, mais attendez, les animaux, ils sont malades aussi, ils transmettent les maladies. 70% des maladies émergentes sont transmises par des animaux. Il n'y avait jamais eu cette approche-là? Si, mais les pays africains ne voulaient pas en entendre parler, les Asiatiques non plus. Ils se sont dit ça, c'est un coup des Européens à vouloir nous fermer nos marchés. Vous savez, les marchés, il y a des volailles vivantes, il y a des animaux, des pangolins, des choses comme ça. Ils pensaient qu'on voulait s'en prendre à leur manière de vivre. Oui, ils se disent, c'est notre culture. Vous, les Européens, vous avez des marchés sous cellophane, mais pas nous. Il faut nos animaux, sinon c'est plus chez nous, c'est plus notre culture. Et on dit oui, mais attention en termes de. Donc l'approche One Health vise pas du tout à interdire et à changer les cultures, mais elle vise quand même à essayer de se dire. Et en fait, voilà, c'était difficile. Et puis ils ont fini par accepter. Donc c'est ça les accords, c'est des compromis. On peut dire que les pays du Nord étaient aussi un peu réticents à faire un transfert de technologie. Ah, ça, c'est une autre complication.
Et vous avez raison. Là, c'est autre chose. Les pays, finalement, dans ces accords, c'est un peu du donnant-donnant. Les pays du Sud ont dit, allez, ok, d'accord pour vos marchés, votre approche One Health européenne, mais nous, on veut que la prochaine fois, vous savez, l'Afrique n'a pas produit une seule dose de vaccin contre le Covid. Pas une dose. Ils ont eu des miettes juste avant la date de péremption qu'on leur a envoyée. J'exagère, il y a eu COVAX, il y a eu beaucoup d'efforts, mais tardifs, difficiles. Nous, on a regorgé de vaccins, on en a jeté parce qu'ils étaient périmés, etc. Eux, on a eu. Donc ils ont dit, quand il y aura une prochaine pandémie, on veut que vous changiez votre attitude. Et donc il faut que vous, vraiment, vous transfériez vos technologies. Et les pays, alors la Suisse et l'Allemagne, ont été très contre. On était au bord, 13e round, au bord de se dire il n'y aura pas d'accord. Parce que les laboratoires pharmaceutiques, dans les pôles des diplomates, disaient non, pas possible. On ne peut pas nous exiger. Non, pas possible. On ne veut pas. C'est toute la. En fait, c'est toute la dynamique industrielle et le modèle économique. L'industrie pharmaceutique, c'est un modèle capitalistique. Donc les actionnaires disent nous, vous n'allez pas vous mettre, vous ne faites pas des biens public, vous ne faites pas du service public, vous faites du profit. Donc vos vaccins, si vous commencez à les faire en Afrique, à prix coûtant, comment on va faire du profit? Donc ils ont dit, non, ce n'est pas possible. Donc voilà, ça a été tarabiscoté. Il y avait un mot qui a failli tout faire capoter, qui était le mot volontaire. Les Européens ont dit, d'accord, mais ça va être sur une base volontaire. Les Africains ont dit, pas question, votre base volontaire, on l'a connue pendant le Covid. Voilà. Donc vous rayez ce mot. Et c'est les Brésiliens qui, à la table des négociations, ont apporté finalement le bon mot. Ils ont changé, voilà, ils ont changé un petit peu. Alors c'est Stéphanie Dagron, qui est la prof de droit dans notre institut, qui saurait ça beaucoup mieux que moi et qui dirait l'exacte formulation. Mais il y a une formulation qui dit que grosso modo, sous réserve que les accords antérieurs ne soient pas pénalisés, on est d'accord pour transférer des technologies et on a signé. Voilà. Et l'accord est sorti. Alors l'accord, pour qu'il rentre, il a été approuvé par l'Assemblée mondiale de la santé, mais pour qu'il rentre en pratique, il faut que 30 pays au moins les signent, les ratifient. Quand 30 pays auront ratifié... Ça changera quoi? Pardon. Concrètement, ça changera quoi dans notre fonctionnement? C'est un peu comme l'accord de Paris pour le climat. Ça va changer qu'il va y avoir des COP d'ailleurs, il y a de la discussion multilatérale. Il y a on maintient en permanence des diplomates qui sont là pour essayer de faire en sorte que des usines aillent s'installer en Afrique du Sud, au Sénégal, pour que des transferts de technologies commencent à s'opérer. Donc ça va prendre du temps, d'accord, ce n'est pas extrêmement emblématique et rapide, mais grâce à tout cela, prévention, préparation, réponse aux épidémies et aux pandémies vont s'améliorer. Est-ce que la question des médicaments essentiels, on va en dire un mot tout de suite, est pris en compte dans cet accord ou pas du tout? Les médicaments essentiels de l'OMS, dont vous voulez faire des biens publics mondiaux. Alors, oui, ça c'est encore une utopie, mais l'OMS a décidé, dans sa sagesse, de dresser la liste des médicaments essentiels. Vous savez, alors on quitte les épidémies, vous avez raison, c'est pas dans l'accord pandémique. Dans l'accord, c'est prévu. Mais disons que c'est plutôt le contraire. En effet, je crois il y a 500 médicaments essentiels. Il y a des gens de l'OMS qui sont dans cette salle et qui pourront peut-être me préciser ou corriger, mais je ne crois pas que le vaccin Covid soit listé dans les essentiels. Mais peut-être que si. Mais surtout, il a été considéré comme un médicament tellement essentiel qu'on dit il faut du transfert de technologie et tout le monde signe un accord quand même, sauf 2 pays, mais tout le monde signe un accord pour dire OK, on y va. Banco. Alors nous, ce qu'on peut dire, et quand je dis nous, ici, Michel Kazatchkine, Alexandra Calmi, Sana de Courcelles, qui sont, avec lesquels j'ai beaucoup eu d'échanges là-dessus, qui sont des piliers de la santé globale, de la diplomatie aussi, en santé globale. On se dit, mais attendez, il n'y a pas que la pandémie. Maintenant, aujourd'hui, si c'est essentiel pour nous, en Suisse, en France, c'est essentiel partout. C'est l'OMS qui dit qu'ils sont essentiels. Ce n'est pas une histoire de brevets, ce n'est même pas les brevets de l'industrie pharmaceutique. Il n'y a pas de brevets pour la plupart, ils sont tous génériqués. Ça fait, pour que l'OMS, vous savez, l'OMS prend son temps, il y a des tas de commissions, etc. Pour que l'OMS dise qu'un médicament est essentiel, il a déjà passé ses brevets. Même l'Ozempic va passer son brevet en 2026. Il va sans doute devenir essentiel à ce moment-là. Mais essentiel pour un obèse américain
ou européen, mais pas pour un obèse du Kenya ou d'Afrique du Sud. Pourquoi? Donc, quelque part, l'idée de se dire non, ces médicaments essentiels, allez, il faut une utopie ici. Il faut qu'un pays, n'importe lequel, qui vienne et qui dise que ces médicaments essentiels soient désormais accessibles à tout le monde. Ça suffirait, pardon, je vous coupe, mais ça suffirait qu'un pays vienne au-devant de la communauté internationale et dise, bon, l'OMS a 500 médicaments essentiels, faisons en sorte qu'ils soient essentiels pour le reste de l'humanité. Un pays? Alors, un pays ne suffit pas, mais l'avantage du système multilatéral, que Donald Trump n'aime pas, c'est que chaque pays, et c'est peut-être une des raisons d'ailleurs, c'est que chaque pays a une voix. Les îles Samoa ont autant de voix que les États-Unis. C'est ça le système de l'ONU. Alors évidemment, ça ne marche pas comme ça. Il y a des coalitions, des groupes, le Commonwealth, les francophones, je dirais toute la Chine et son univers. Autrefois, il y avait le bloc de l'Est, le bloc de l'Ouest. Donc ça ne suffit pas qu'un pays. Mais quand un pays apporte une bonne idée et qu'il arrive à convaincre, à coaliser, l'Europe maintenant fonctionne beaucoup de façon homogène et unique, l'Union européenne. Et donc ils disent, nous on apporte quelque chose. Tout le monde écoute. Tout le monde écoute. Si l'Union européenne apportait, allez, les médicaments essentiels, vous, les Européens, avec tous vos laboratoires pharmaceutiques, vous voulez vraiment fabriquer les médicaments essentiels? Ben oui, on a décidé de... justement, notre industrie pharmaceutique, elle a tout le savoir-faire, elle a toute la possibilité de le faire. Vous avez dit tout à l'heure, c'est une industrie capitalistique. Oui, alors est-ce que déjà les laboratoires pharmaceutiques sont sensibles à ce genre de réflexion? Est-ce qu'ils sont prêts à participer à ce genre de discussion? Alors, oui, s'ils peuvent faire du profit. Et parfois, c'est tout à fait... Non, mais parfois, c'est compatible. Une fois, j'ai discuté avec une personne de Novartis qui m'expliquait le programme Novartis Access. Donc voilà, c'est un gros laboratoire suisse, tout à fait capitalistique. Et en fait, ils disent, nous, on vend pour $1 par mois un panier de traitement de 30 médicaments essentiels. Ce n'est pas les 500, mais c'est 30. Et on fait un accord avec le gouvernement dans lequel on apporte ces médicaments. Et ces médicaments sont donc, ça traite le cancer du sein, où il y a dedans, ça peut traiter l'hypertension artérielle, le diabète. Très bien, $1 par mois. Et ils disent, avec $1 par mois, la plupart des pays peuvent se permettre d'avoir un système d'assurance maladie qui couvre ce $1 par mois, pour pas que ce soit dans la poche de la personne qui en gagne parfois qu'un par jour. Donc oui, il y a des modalités possibles. Et attention, Novartis Access n'est pas du tout dans la philanthropie. C'est pas la fondation Novartis. Donc c'est profitable. Ils vont faire beaucoup. Ils espèrent, avec des médicaments qui valent pas grand-chose à la production, de faire beaucoup de nombre et du volume, et grâce au volume, de faire un peu de profit. L'idée, c'est surtout de se dire, mais il y a peut-être des industries. Les industries, Serum Institute of India, c'est le premier producteur de vaccins au monde, il est indien. Il fait des vaccins qui sont abordables pour beaucoup de pays du monde. Donc, ils font du profit, mais ils les font avec des coûts de production qui sont très, très différents. Est-ce que le Covid a changé leur perception ou pas? De qui? De la part de l'industrie pharmaceutique. Alors, je pense que l'erreur, c'est de voir des diables partout, par étiquette, en tout cas. Se dire, c'est l'industrie, donc ils ne veulent faire que du profit. Bon, il y a sans doute de ça de temps en temps, mais je pense que oui, on peut travailler sur des modèles. Gilead fait un antiviral contre l'hépatite C très, très, très cher, 60 000 euros par traitement dans nos pays. Ils le vendent à 300 ou 500, le même industrie le vend à 300 ou 500 euros dans un pays d'Afrique. D'abord en Égypte, puis encore un peu moins cher, jusqu'à 100 euros. Et ils disent après on ne peut pas descendre parce que c'est quand même cher à produire. Mais partout, ils se font du profit, sur toutes les lignes. Et ça ne me choque pas, moi. Mon problème n'est pas qu'ils se fassent du profit. Le problème, c'est d'être efficace. C'est d'être accessible. Voilà. Accessible, sans avoir à payer trop de sa poche pour que ça crée des... On a eu un symposium ce matin où on a bien montré ça. S'il n'y a pas cette couverture, c'était Hélène Barrois qui nous parlait de ça, s'il n'y a pas une couverture sociale universelle dont nous bénéficions, l'assurance maladie en France, la MAL en Suisse, si on n'a pas ça dans tous les pays, on met beaucoup d'argent et on se ruine. On ruine son portefeuille et sa santé. Alors, je voudrais qu'on aborde maintenant un sujet majeur, c'est la désinformation. Naturellement, la désinformation, avec en écho
la mise en cause de la science, la mise en cause du vaccin. Et on le sait aujourd'hui, ça a des conséquences sanitaires. On l'a vu au moment du Covid et on le verra peut-être avec, c'est l'actualité très récente, la mise en cause, encore une fois, par le ministre de la Santé de Donald Trump, de la vaccination des plus jeunes. Vous dites, la désinformation, ça tue. Alors, c'est pas moi qui le dis. En fait, le Financial Times a produit des courbes où ils ont montré, parce qu'aux États-Unis, on sait très bien qui vote pour qui. Je suis désolé d'être partisan. En principe, on ne doit pas être partisan quand on est scientifique, mais voilà, la santé publique, elle a un côté politique, c'est très clair. Et en fait, les quantis qui ont voté au début de la pandémie, on est dans la première administration Trump, pour l'administration Trump, ont été moins vaccinés. Trump, vous savez, tout le monde ici, pratiquement, a été vacciné grâce à Trump. En fait, grâce aux 12 milliards qu'il a apportés sur la table quand l'Union européenne n'apportait que 1 milliard et la Suisse très peu. Donc en fait, on a eu des vaccins qui sont américains. Donc Trump, il s'est fait vacciner devant tout le monde, devant les caméras. Et voilà. Il n'était pas anti-vaccin lui-même, mais son entourage, son électorat, vous avez vu le gouverneur de Floride, sont anti-vaccins et ces électeurs ne se sont pas fait vacciner. Eh bien, ils sont morts. Dans tous ces counties, la mortalité a été très, très, très supérieure à celle des démocrates. Donc, on a en effet une désinformation, clairement, qui tue. Désinformation, encore une fois, c'est l'actualité. Désolé, c'est un prisme très personnel. Mais hier, Donald Trump a expliqué qu'au fond, les femmes enceintes ne devaient pas prendre de Doliprane car il pouvait y avoir une incidence sur des cas d'autisme. Typiquement, ce genre de phrase portée par un chef de l'État s'appuyant sur des études, alors qu'il a sorti lui-même, moi je ne suis pas suffisamment experte pour... ça a une incidence très lourde sur l'ensemble de la population mondiale. Comment est-ce que vous appréciez ça? Comment, avec une parole experte, on peut lutter chacun à son niveau contre cette façon aujourd'hui de s'approprier la science quand on est un chef de l'État et qu'on n'est pas un scientifique? On peut aussi dire un mot de ce qu'a dit son ministre, sans faire de politique, hein, mais son ministre de la Santé qui a expliqué qu'il fallait arrêter la vaccination obligatoire des plus jeunes. Oui, alors... Comment vous vous positionnez par rapport à ça? Encore une fois, sans faire de politique, mais à la place qui est la vôtre. Non, voilà. Vous avez vu le président américain capable de dire 2 semaines plus tard: ah bon, j'ai dit ça? C'est vrai. Non, c'est très bien le paracétamol, vous devriez en prendre. Donc, d'abord, les faits ne sont pas du tout en faveur de cette hypothèse que le paracétamol pendant la grossesse donne l'autisme. C'est pas du tout en faveur. Donc, quelque part, en effet, on est dans de la vraie désinformation. Il y a la mésinformation. La mésinformation, c'est je me trompe. Je dis quelque chose et je me suis trompé. J'ai pas voulu désinformer, j'ai truqué l'information. En fait, le Kiel Institute, qui est un institut allemand célèbre qui fait beaucoup de très très bonnes expertises, avait produit un rapport, le Kiel Working Paper, dans lequel il montrait que l'information fondée sur la science, l'information publique, de service public, était le tout premier dans le ranking des mesures contre le Covid. Ça a été la toute première mesure. C'est Caroline Roux et ses émissions, c'est dans l'air, quand elle invite les bons experts, ce qu'elle fait tout le temps, mais qui contribue. Mais en fait, c'est très très intéressant de voir qu'avant les fermetures d'écoles, qui sont efficaces, avant les contrôles aux frontières, qui sont aussi efficaces, ou les confinements, l'information de qualité est un service public qui est quelque chose d'extrêmement précieux pour la santé globale, pour la santé de la population. Mais il y a une mise en cause de la parole scientifique. Il y a une mise en cause de la parole de l'expert. Oui, beaucoup plus qu'il y a 2 ans ou même au moment du Covid. Il y a une accélération de cette désinformation. Alors, ce qu'il y a certainement, ce qui est un peu nouveau, c'est qu'on a des pouvoirs politiques puissants qui, aujourd'hui, s'emparent de ce type ou surfent sur ce type de mouvement. Parce que si on regarde, on parlait beaucoup des anti-vax au moment du Covid, si on regarde les couvertures vaccinales européennes, elles sont très très élevées, elles sont très bonnes. D'ailleurs, ce qu'a fait le Financial Times aussi, c'est qu'il a montré que les couvertures vaccinales dans tous les pays, sauf la Grande-Bretagne, dans tous les pays, par exemple France ou Allemagne, où il y a des mouvements populistes très puissants, vous avez une couverture vaccinale qui chute. Pas dans toute la population, mais dans ces groupes
de votants. Les Britanniques ont une très puissante culture de santé publique et peut-être aussi ont fait un vaccin. Ils avaient un propre vaccin national, donc ils étaient fiers et donc ils n'ont pas baissé leur couverture En vaccinale. même temps, quand on regarde les sondages, c'est pas très rassurant ce que vous évoquez, que ce soit en Allemagne, en France, en Grande-Bretagne, sur la percée des mouvements populistes. Mais juste un mot, peut-être faut-il faire une différence entre le doute qui est permis et même recommandé quand on est scientifique, notamment quand on parle des vaccins, le doute qu'on peut avoir sur l'usage des vaccins et d'être classé dans la catégorie anti-vax et complotiste. Il faut faire la part des choses. Oui, je suis d'accord avec vous. Ce que vous avez dit à l'ensemble des téléspectateurs de cette là pendant toute la crise du Covid. Hein, je ne fais que répéter. Ah, j'ai dit ça? Oui. Non, je pense que vous avez raison de traiter d'anti-vax toute personne qui se pose une question. À ce moment-là, vous savez, finalement, l'expertise scientifique, c'est de douter. Dans les commissions de vaccins, tous les conseils scientifiques des agences, hein, ils ne font que se poser des questions et douter et dire est-ce qu'il n'y a pas des effets indésirables, est-ce que on n'a pas les règles moins fréquentes avec le vaccin, etc. C'était pas des questions honteuses, c'était pas d'être anti-vax que de dire ça. Il y a une personne qui est ici dans la salle avec laquelle j'ai travaillé, c'est Jacques Cornu de Lausanne, de Unisanté, qui était une très grande voix pendant le Covid et qui en fait était très fâché de voir que les experts sur les plateaux de télévision étalaient leur désaccord. Ils disaient, c'est pas qu'on a le droit de ne pas être d'accord quand on est scientifique, mais ils disaient au moins faites le job, faites des consensus d'experts. Il a beaucoup travaillé et alors les gens lui disaient ah oui, mais les méthodes Delphi, les méthodes consensus, c'est très long, ça prend 3-6 mois. Et il a créé la méthode Fast Track Delphi, qui a un très grand succès. Bravo, Jacques. et en fait, je dirais que oui, les experts doivent discuter entre eux, ont le droit de ne pas être d'accord et doivent essayer de tout faire pour promouvoir des consensus qui ne sont pas forcément des consensus mous. On peut exprimer des points de divergence, mais qui doivent au moins pouvoir apporter une forme de voix harmonieuse, on va dire, sur le plateau. On poursuit avec vos utopies, avec un enjeu majeur qui est l'enjeu de la prévention et une problématique qui vous tient à cœur, à savoir comment faire de la prévention auprès d'une population qui est sans doute plus difficile à atteindre, les populations les plus défavorisées. Oui, je ne pouvais pas tout faire en même temps. Je peux le faire si vous voulez. Oui, quand on parle de prévention, parfois on entend dire c'est un problème de communication. Votre prévention, elle est triste ou nette, vous devriez être beaucoup. C'est parfois vrai. Hein. C'est parfois vrai. Mais c'est pas, à mon avis, c'est pas le nœud du problème. Je dis pas qu'il n'y a pas de problème de communication. Ce que je dis juste, c'est que ce qu'on voit, en fait, reprenons en effet la théorie. Il y a deux théories. Il y a une première théorie qui dit vous me faites peur avec votre prévention parce que, dans le fond, vous allez faire vivre les gens je ne sais combien d'années, ils vont taper dans les retraites, premièrement. Deuxièmement, comme vous avez des super systèmes de santé, ils vont vivre avec toutes leurs maladies qui coûtent un bras, ça va nous coûter fortune, on va être... Comment on va y arriver avec, voilà, on va avoir plus de 30% de la population de plus de 65 ans. Voilà, terrible. Ça, c'est la première. C'est une chance terrible pour les finances publiques. On a tout voulu pour. Terrible pour le modèle social, mais sinon c'est une chance. Le sens de l'histoire. On a voulu faire ça, on a voulu prolonger la vie, mais voilà ce qui arrive. Comment on va s'en sortir? Ça s'appelle la théorie de l'expansion de la morbidité. Puis il y a une deuxième théorie. Ça, c'est la première, chronologiquement. Il y a une deuxième qui est arrivée, qui a dit pas du tout. Quand vous regardez les pays qui sont les plus en pointe en matière de prévention, le Japon, les pays nordiques, vous vous apercevez que, en fait, la prévention n'augmente pas tellement leur espérance de vie. L'espérance de vie des Japonais n'est pas très supérieure à celle des Suisses. En revanche, elle augmente considérablement l'espérance de vie en bonne santé. C'est-à-dire qu'un Japonais, il a 10 ans de plus d'espérance de vie en bonne santé à l'âge de 65 ans, mon âge, qu'un Suisse ou un Français. Alors, comme il meurt de quelque chose, le Japonais aussi, comme nous, c'est qu'il a comprimé sa morbidité dans très peu d'années. Et puis il y a des médecins qui vous disent oui, ça s'explique très bien. Si vous avez
55 ans et que vous faites un AVC, on va tout faire pour vous sauver. Vous irez en réanimation, tout. Vous aurez peut-être de très gros handicaps qui vont en effet demander beaucoup de soins et d'appariements, peut-être de dépendance, mais on vous sauvera. Mais si vous faites à 90 ans le même AVC, c'est pas qu'on va économiser, c'est pas le problème, mais on vous mettra pas en soins intensifs parce que vous n'allez pas. Voilà. Donc quelque part, il y a beaucoup d'explications qui font que si vous arrivez à retarder la survenue de maladies chroniques invalidantes le plus tard possible, vous allez gagner. Donc compression. Alors qui a raison? En fait, le problème, c'est de croire que quelqu'un a raison. Les deux coexistent. Il y a deux cohortes, en France comme en Suisse. Il y a ceux qui vont vivre une expansion de morbidité et ceux qui vont vivre une compression de morbidité. Vous allez dire, en fait, le gros problème, c'est que ceux qui sont dans la cohorte de la compression de morbidité, ce sont ceux qui sont aisés et instruits. On voit par exemple que si vous avez un diplôme universitaire, vous avez 5 fois de moins de risque d'avoir une maladie d'Alzheimer. On voit très bien que les fumeurs sont beaucoup plus souvent des gens des milieux sociaux défavorisés. Les personnes obèses également. Ça veut dire qu'il faut concentrer les efforts sur ces populations-là. Mais oui, il n'y a pas besoin de convaincre cet auditoire. Ouais. Donc, ce n'est pas de la communication pour cet auditoire, mais c'est en revanche, là où la communication revient, c'est que c'est de la communication pour les segments défavorisés de la population. Il faut trouver des vecteurs et des moyens de communiquer. Voilà, il faut trouver des moyens. Par exemple, pour prendre juste un exemple, je ne sais pas si j'ai le temps. Oui, allez-y. Pour prendre juste un exemple, pour le tabac, les Français, entre 80 et 2000, on fait des grandes campagnes anti-tabac. Vous savez, c'était ces cigarettes où on voyait tous les toxiques qu'il y avait dans une cigarette, c'était horrible, etc. Et on montrait, il y avait... Bon. Et puis, on a mesuré, les cadres, les hommes cadres, ont baissé, ils étaient à 40% de fumeurs. En 2000, ils sont arrivés à moins de 15%, objectif atteint. Bravo. Mais les femmes ouvrières, qui étaient très peu fumeuses, à moins de 15%, elles étaient à plus de 35%. Elles étaient complètement passées au travers. La France a redressé ses campagnes et s'est dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Ils sont allés voir les Néo-Zélandais, les Australiens, qui avaient bien réussi. C'est Jean-François Etter, qui est ici le spécialiste du tabac à l'Institut de santé globale, et qui, en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, mais il faut utiliser les images choc sur les paquets. Et puis, après, ils ont dit même le plain packaging, c'est-à-dire les paquets neutres. Et beaucoup de gens instruits et aisés, on dira mais c'est affreux ces paquets avec des images horribles et tout. Mais oui, mais c'est pas pour vous. C'est pas pour vous. Voilà. Il y a même quelqu'un qui m'a dit mais oui, dans les cathédrales du Moyen Âge, donc bien sûr, les vitraux, c'est l'évangile pour les gens qui ne savent pas lire la Vulgate en latin. Et en fait, ils voient des petits diables verts avec des fourches qui vous poussent dans l'enfer si vous péchez. Bon, cet entretien arrive à son terme. J'ai une question peut-être plus personnelle. On voit votre enthousiasme. Comment est-ce que vous allez continuer, professeur Antoine Flahault, à faire vivre cet enthousiasme, ces utopies que vous voulez continuer à porter? Alors, tout d'abord, l'Université de Genève m'a nommé professeur honoraire. Donc, je vais pouvoir continuer à travailler avec les équipes qui sont en place et qui portent ces sujets. Genève est une place unique. Je vais aller à Paris, mais à Paris, je n'aurai pas l'OMS à côté, le Fonds mondial, le Gavi, Médecins sans frontières, l'Université de Genève, tout ça va me manquer terriblement. Donc, je serai obligé. Heureusement, ils ont créé un TGV, pas pour moi, mais et donc je viendrai de temps en temps. Mais donc oui, je pense que je crois encore une fois que la santé est un des moyens. On l'a vu pour le climat d'ailleurs, est un des moyens de beaucoup coaliser les énergies, les optimismes, les utopies. Vous serez le bienvenu. Vous serez le bienvenu, c'est dans l'air. Vous le savez. Si vous m'invitez. Ben oui, ça y est. Et vous viendrez physiquement. Une dernière question. Quand vous retournez sur ce parcours qui a été brossé à grands traits tout à l'heure, que je ne connaissais pas dans le détail et que j'ai découvert, c'est un petit peu difficile comme ça en quelques minutes, mais de quoi êtes-vous le plus fier? Ah oui, c'est difficile. Je suis surtout fier de l'équipe qui s'est constituée ici et qui va prendre la relève, qui, je crois, est une équipe formidable, qui a beaucoup d'énergie, beaucoup de compétences,
On a été très soutenus, accompagnés. La Suisse est un pays riche, donc il nous soutient, mais aussi il faut des volontés. Et il y a des volontés au niveau des HUG, au niveau de l'Université de Genève, qui nous ont soutenus, qui nous ont poussés, qui nous ont trouvé les moyens ou trouvé des financements pour pouvoir essayer d'aller convaincre, d'aller parfois former. On a un programme doctoral, je suis assez fier de ce programme, parce qu'il forme des gens qui travaillent temps plein dans ces organisations. On ne les enlève pas. C'est tellement bien ce qu'ils font qu'on leur dit, mais ils partent au sud Kivu, il y a une épidémie d'Ebola, ils sont anthropologues, ils reviennent, ils font un New England Journal of Medicine. On dit, mais c'est super, on peut le valoriser, ça. Et vous leur dites, croyez en vos rêves, croyez en l'utopie, c'est ça que vous leur dites? On les accompagne et on essaye de... C'est souvent eux qui nous font croire dans leurs utopies. Hein. Ils ont des utopies. C'est Médecins sans frontières qui avait lancé le mouvement No Patent, par exemple, pour les médicaments. Donc très souvent, c'était eux qui nous ont beaucoup inspirés. Bravo et merci. Bravo à vous. Alors merci à mes institutions, à la Swiss School of Public Health aussi, qui a été décrite tout à l'heure. Merci à tous les membres de l'Institut de santé globale et du service de médecine tropicale et humanitaire. Merci à tous nos étudiants, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont aussi dans la salle. Et puis un tout dernier mot pour dire merci à tous les miens. Voilà, qui sont ici dans la salle, et pour certains, et pour d'autres qui ne sont pas là ou qui sont déjà partis. Merci. Voilà. Et merci à nos musiciennes, Paloma Martin, Béatrice Raimundo, Carla Rolano. Vous nous avez fait rêver, vous avez fait que les utopies soient achevées grâce à vous. Et puis vous avez montré aussi que l'âge n'est pas un problème, parce qu'elle a un violon qui date de 1700... Voilà, vous voyez, même les violons sont âgés. Donc, voilà. Merci à vous tous. Et puis, merci. Antoine, c'est toi qui dois donner le mot de la fin. Ah oui, quand même. Hein. Merci Antoine pour cette magnifique balade dans les utopies. Merci à Madame Roux qui a dû... s'échapper rapidement pour aller recevoir le prix pour C'est dans l'air à Paris tout à l'heure. Merci en particulier, alors je connaissais tes capacités pédagogiques, tes capacités à nous raconter des histoires, à nous expliquer les choses compliquées avec des mots simples. Je connaissais un petit peu moins cette capacité de t'indigner avec le sourire et avec douceur. Et je pense que c'est quelque chose qui explique aussi ta capacité de persuasion, de faire avancer les choses, et peut-être, on l'espère aussi, de réaliser certaines utopies. Et puis, puisque tu vas faire des allers-retours entre Genève et Paris, voilà un sac à dos. Bon, il contient un peu de lecture aussi, si jamais tu t'ennuies, mais il y aura la place pour les prochains livres que tu vas écrire. Merci pour tout ce que tu as amené à la faculté de médecine à Genève. On se réjouit de continuer à collaborer avec toi. Et tout de bon pour la suite. Et puis je vous invite maintenant à une verrée de l'amitié qui nous attend à la sortie de l'auditoire. Merci.